autant vous le dire de suite, celui dont on va parler aujourd'hui est un véritable monstre. Entre 1943 et 1945, au nom d'une logique délirante et d'une science pervertie, un homme va mutiler, blesser, voire tuer des centaines ou même des milliers de personnes. Et pour la plupart des enfants. Cet homme, c'est le docteur Mengele. Connu pour ses expériences médicales toutes plus douteuses les unes que les autres, il est devenu une personnification de la barbarie nazie. Mais il ne représente pas que ça. Il représente aussi l'injustice et l'impunité des criminels de guerre. Comment en arrive-t-on à un tel degré de cruauté et de sadisme? Et comment après toutes ces horreurs peut-on vivre paisible sous le soleil de l'Amérique du Sud? Qui était celui qu'on surnomme l'ange de la mort? C'est ce que vous allez découvrir dans cette histoire de guerre. Joseph Mengele est né le 16 mars 1911 à Günzburg en Bavière. Il est l'aîné de 3 autres enfants de Karl et Malgonba Mengele. Les Mengele sont une riche famille d'industriels spécialisés dans la fabrication de machines agricoles. Après une enfance banale, il ne brillait pas à l'école mais il n'était pas non plus le dernier, il décide de se tourner vers la médecine. Il rentre donc à l'université de Munich en 1930, et c'est là qu'il développe son intérêt pour la politique. Là-bas, il s'intéresse de plus en plus à un parti politique fondé 10 ans plus tôt, le NSPAD, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, abrégé en parti nazi. Mengele se retrouve beaucoup dans les idées qu'appolèguent le parti nazi et leur chef, un certain Adolf Hitler. Il choisit donc de les rejoindre. Il ressort avec en poche un doctorat en anthropologie. Depuis 1933 déjà, les nazis sont au pouvoir. Une nouvelle pour lui qui souhaite que l'assurance contribue à l'essor du régime. 2 ans après, il part à Francfort où il devient l'assistant d'Ottmar von Verschuur, un médecin en eugénie de l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale. Alors non, c'est pas une blague, c'est le vrai nom du truc. Il rejoint l'ASS en 1937 et en 1939, il épouse Irene Schönwann, juste avant que le 1er septembre, l'Allemagne envahisse la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Mengele est alors envoyé sur le front et est affecté au sein de l'unité SS Viking en tant que médecin. Rapidement, il montre beaucoup de courage sur le front et s'use par des sauvetages héroïques de ses camarades, ce qui lui vaut d'être décordé de la Croix de Fer. Il est blessé et doit être évacué au plus vite. Il est accueilli à Berlin en héros. C'est ici qu'il reprend ses travaux sur la génétique. Il est fasciné par les jumeaux. Il pense que ces derniers détiennent le secret pour avoir une meilleure fécondité. Un truc qui pourrait servir pour que les femmes de sang germanique fassent plus d'enfants. Chose qui pourrait être utile dans la logique nazie. Mais rapidement, il sort un petit problème. Pour faire ses expériences, il a besoin de cobayes. Mais ça, ce n'est pas à Berlin qu'il va en trouver. Il sait alors que depuis peu, Hitler et ses compars ont mis en place la solution finale. Un projet visant à régler la question juive en Europe. Avec la création de camps de concentration et d'extermination. Mengele sait alors que ces camps peuvent lui fournir tous les cobayes dont il a besoin. Il part donc dans le plus grand camp de concentration, celui d'Auschwitz. Il est d'abord affecté à la sélection. Sa tâche consiste à se placer à l'arrivée des trains de déportés qui arrivent chaque jour. Il se place devant la rangée de déportés avec ses bottes parfaitement serrées et sa blouse blanche qui recouvre son uniforme SS toujours repassé. Il fait sa sélection d'un simple signe de la main, choisi qui servira de main d'œuvre, de cobaye ou qui ira directement aux chambres à gaz. Puis construire au cœur du camp, à 2 pas du crématorium, son laboratoire. Le bloc 10. Et chaque jour, des trains bondés de juifs, d'homosexuels ou d'opposants politiques venus de toute l'Europe arrivent à la gare d'Auschwitz. Pour Mengele, c'est le moment de faire son marché. Ce qu'il cherche en priorité, ce sont les enfants et surtout les jumeaux. Mais il s'intéresse aussi aux nains et plus généralement à tous ceux ayant des particularités ou des difformités physiques. Mené à bien ses recherches, il va se lancer dans les expériences les plus cruelles qui soient. Il ampute des membres, prélève des organes, il injecte des substances chimiques dans le corps des déportés. Le tout sur la plupart du temps des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi fait sans anesthésie. Jamais. Ce comportement pervers et sadique se traduit aussi bien via son comportement de ses futures victimes. Il donne des bonbons, des vêtements neufs, il fait même construire une aire de jeu devant son laboratoire. Tout ça pour faire baisser la garde des enfants. Les enfants d'Auschwitz sont utilisés pour ces expériences. Par exemple, il leur injecte du colorant dans les yeux, pour leur faire changer de couleur. Certains se voient paralysés par une piqûre à la colonne vertébrale. Certains sont empoisonnés avec différentes substances.
et d'autres se voient crever les yeux ou même encore stérilisés. Il tente aussi de savoir combien de temps peut survivre un nouveau-né sans jamais avoir été nourri. Tuer l'un des jumeaux pour voir comment réagit le corps de l'autre. Et c'est ainsi que pendant plusieurs mois, Mengele et d'autres médecins vont se livrer à ces expériences dans le bloc 10 du camp. Chaque enfant succombant à ces expériences sont disséqués et des parties de leur corps sont envoyées aux quatre coins de l'Allemagne pour être étudiées par les confrères de Mengele. Et c'est ainsi que certains rapports font mention de têtes d'enfants payées par ce dernier. Car c'est une réalité. Les nazis avaient réussi à pervertir toute la science en Allemagne. La plupart des médecins et des chercheurs adhèrent à l'idéologie des nazis. On estime aujourd'hui que pour faire ces expériences, il avait 5000 enfants à sa disposition. Et la plupart mourront. Mais alors pourquoi a-t-il fait toutes ces expériences? On ne le sait pas vraiment. C'est que son sadisme et son antisémitisme lui faisaient voir ses victimes comme des parasites à éliminer et non comme des humains. Il n'avait absolument aucune limite. Il était sans doute rongé par une ambition débordante, il voulait être le meilleur et révolutionner le monde de la science. Il n'avait aucune éthique et il était prêt à tout pour pouvoir accomplir ce rêve et contribuer au Reich de Milan promis par Hitler. Justement, si on met de côté son sadisme, toutes ses horreurs, etc., est-ce que Mengele a apporté quelque chose à la science? Eh bien aujourd'hui, on s'accorde sur le fait que non. Ce massacre commis au nom de la science n'a absolument rien apporté à nos connaissances scientifiques. L'Allemagne, ça commence à sentir mauvais. Les Alliés ont débarqué un an auparavant en France. Entre ça et les soviétiques qui poussent à l'est de leur côté, l'étau se resserre. Même si l'Allemagne est perdue et que l'effondrement du Reich semble inévitable, Mengele va mener à bien ses expériences jusqu'au bout. Mengele fuit le camp. 10 jours avant la libération par l'armée rouge et laisse derrière lui un nombre de cadavres que nous ignorions encore aujourd'hui, pour le Troisième Reich, c'est la fin. Hitler se suicide le 30 avril dans son bunker et l'Allemagne capitulera le 8 mai. Mais pour Mengele, il faut se faire discret. Pour cela, il rejoint une unité de la Wehrmacht. Mais il se fait arrêter en juin par l'armée américaine. Mengele va alors avoir une chance inouïe. Les Américains sont à la recherche de hauts dignitaires et BFS. Ils font alors défiler les prisonniers le bras levé pour tenter de les identifier, car les SS avaient tous leur groupe sanguin de tatoué sous le bras. Tous, sauf Mengele, qui avait refusé ce tatouage quand il était rentré dans l'ASS. Ce qu'il fait qu'il passe le poste de contrôle sans problème. Et ce n'est que le début. Se faire oublier et devient ouvrier agricole. Il travaille pour son beau-frère et change physiquement, se laisse pousser les cheveux et la barbe, et est rejoint de temps en temps par sa femme et son fils né en 1944. Jusqu'en 1946 a lieu le procès de Nuremberg, où sont jugés les principaux responsables de la guerre et de tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Mais Mengele ne se sent pas menacé. Sa vie tranquille et pour le moment ce ne sont que des grands noms qui sont jugés, comme Guéret ou Gebindrop. En 1948, c'est un tout autre procès qui s'ouvre. Celui-ci condamne pour la plupart à mort tous ceux ayant joué un rôle à Auschwitz. Et parmi ceux-là, de nombreux médecins, des gardes de SS dont certains ont travaillé avec Mengele, mais il sent que ça va lui retomber dessus, alors il décide en 1949 de fuir à nouveau. Il passe par la Suisse pour récupérer un faux passeport, passe par l'Italie avant de débarquer en Argentine. L'Argentine, c'était alors un peu le paradis pour tous les nazis en cavale. Le gouvernement nationaliste et antisémiste argentin couvrait sans problème ces criminels. C'est ainsi que Mengele peut s'installer sans problème à Buenos Aires sous le nom de Helmut Gregor. Il mène une vie tranquille et travaille dans l'entreprise d'un autre nazi caché en Argentine. Il vit vraiment ses meilleures années. Il vit dans les quartiers aisés de la ville et construit des relations avec des nazis comme Adolf Eichmann, logisticien de la solution finale. Personne ne le cherche et il prend rapidement ses aises. Pendant 10 ans, il va vivre tranquillement en Argentine et il va même aller à l'ambassade Allemagne pour faire changer ses papiers. Il arrive devant l'équipe de l'ambassade, il dit voilà, je suis arrivé en Argentine avec une fausse identité et j'aimerais changer cela. Mon vrai nom c'est Joseph Mengele. Et là, il figure sur toutes les listes des criminels de guerre les plus recherchés. Mais absolument personne ne fait le rapprochement. Alors il continue sa vie tranquille sous son vrai nom. Il fait même un voyage en Suisse pour y faire du ski, où il retrouve son fils qu'il n'a pas vu depuis des années. Mais sa vie de rêve va brusquement s'arrêter. Tout change pour lui. Son ami Adolf Eichmann est capturé par un commando du Mossad, les services secrets israéliens. Il est interrogé, jugé puis exécuté. Mais il n'a jamais révélé où pouvait se cacher Mengele. Mais craignant pour sa vie, Mengele décide de quitter l'Argentine pour le Paraguay en 1960. Il passe quelques temps avant d'aller au Brésil en 1962 où il est hébergé dans une ferme détenue par un couple d'expatriés. Et pour faire ça, il reçoit beaucoup d'argent de la famille Mengele encore en Allemagne.
Tellement à cette aide financière, la famille Mengele continue de dire aux médias et aux policiers que pour eux, Joseph est mort depuis la fin de la guerre. Après une dispute, Mengele quitte la famille et part vivre seul dans la banlieue de Sao Paulo. Il a désormais la soixantaine et sa santé décline. Il se place comme une victime dans les lettres qu'il continue d'envoyer à sa famille. Sa haine reprend le dessus, il devient paranoïaque et rongé par ce qu'il juge d'être une punition qu'il ne mérite pas. Ses amis du Brésil et même son fils, qui viennent lui rendre visite pour la première fois depuis son passage en Suisse, personne ne parvient même dans un cadre privé à lui faire avouer ses crimes. Mengele a alors 67 ans lorsqu'il descend sur la plage avec un couple d'amis. Mengele part se baigner, mais il fait une crise cardiaque au plein milieu de l'océan et il meurt noyé. Jusqu'au bout, il se sera défendu d'avoir été un médecin exemplaire. Et dire que l'un des plus grands criminels de guerre meurt ainsi, sur une plage brésilienne à des milliers de kilomètres de ces lieux de crime, et après 35 ans de cavale sans ne jamais avoir été jugé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Elle m'aura demandé plusieurs semaines de réalisation, donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était Mathieu CGDR, ciao, bye bye tout le monde.